Ce mardi 18 juin 2024, Ahmed Mohamed Abdelmanan regardait un match de football avec ses frères dans ce salon. Mais peu de temps après, l'impensable se produisit. Un incendie s'est déclaré dans le gigantesque dépôt de munitions de l'armée, provoquant des explosions puissantes ressenties d'abord dans le quartier, puis la ville. Le point de départ était à quelques mètres de chez lui. C'est la panique, puis la débandade. Lui et ses frères sont obligés de quitter le quartier. Le lendemain matin, à son retour, c'est une scène de désolation qu'il trouve. Tout le bâtiment est endommagé et la réfection est évaluée à hauteur de dizaines de millions. Le quartier a été vraiment catastrophique. Comment je vais employer ça? C'était tellement catastrophe puisque tous les gens qui sont en train de sortir pour chercher un réfugié à autre quartier, quoi. En fait, tout le monde cherche à quitter ce quartier. Et il n'y a pas de circulation, encore la circulation même est dense. Quelques heures après le drame, le gouvernement a annoncé une assistance aux victimes. Mais depuis, aucune suite n'a été donnée. Et on a écouté cette commission, ils ont trouvé leur argent. Mais ici, au goût de Hamorogo, je vous assure à 100%. Sûrement, on n'a rien trouvé. Et vraiment, ils sont venus pour nous sensibiliser, ils sont venus pour nous filmer, certains adéminages sont venus ramasser leurs trucs et ils sont partis une fois. Ils n'ont pas revenir. L'explosion de la poudrière de Goudi a fait état de 9 morts et 46 blessés. Et en souvenir que les survivants porteront à vie. Molou, un village meurtri, en deuil. Ici, la vie s'est arrêtée brutalement. Entre le 10 et 14 juin, 16 personnes ont perdu la vie, tuées lors des désassauts violents attribués à des coupeurs de route. Tout commence donc la nuit du 10 au 11 juin. Un habitant est attaqué pour sa moto. Des jeunes du village se lancent à la poursuite des agresseurs. 2 d'entre eux sont tués, mais la riposte est sanglante. 5 villageois sont abattus en représailles. 3 jours plus tard, les assaillants reviennent. Cette fois-ci, ils tirent à l'aveugle. 8 morts, 13 blessés, dont plusieurs dans un état critique. Face à l'émotion et à la colère, l'État déploie une riposte. 9 suspects sont arrêtés, plus de 400 chameaux saisis. Les auteurs, les complices soient traduits devant la justice. Et il n'y a pas de Tchadiens qui est en dessous de la justice. Tous les Tchadiens sont justiciables comme tout le monde. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, il n'y a pas de Tchadiens qui dépassent un autre Tchadien. À Molou, les familles enterrent leurs morts. 24 femmes sont désormais veuves et 54 enfants orphelins. Le bilan provisoire non officiel fait état de 17 morts et de plusieurs blessés. L'attaque s'est produite le 19 juin 2025 dans le village d'Oregomel, situé à 7 km de Mandakao. Elle a été perpétrée par des hommes non identifiés. Selon plusieurs sources locales, cette attaque pourrait constituer une riposte au massacre de Mandakao, survenu un mois plus tôt et qui avait fait une quarantaine de morts. 4 suspects ont été interpellés par les forces de sécurité. Il s'agit d'une nouvelle attaque meurtrière après celle de Moulou, dans la province du Ouadaï, qui avait fait 16 morts. Entre mai et juin 2025, les violences intercommunautaires ont causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes. Une situation préoccupante qui a conduit le président de la République à convoquer un conseil de sécurité avec les principaux responsables de la défense et de la sécurité. Dans une république, quand un membre du gouvernement dans une mission officielle, qui, de loin, ses propos ne peuvent être pris pour des propos personnels, ordonne à ceux qui sont en armes, en l'occurrence les forces de défense et de sécurité, de tuer sans justice ceux en des termes on ne peut plus clairs. Je cite, « N'ayez aucune pitié. En fin de compte, il vous incombe de rétablir l'autorité de l'État. Ces pays disposent d'une autorité qu'il faut faire respecter, que ce soit par l'incarcération, par l'élimination ou l'exil, de manière individuelle ou collective. »
C'est un pas historique dans le domaine de la santé au Tchad. La capitale va accueillir dans le premier arrondissement le tout premier centre national d'excellence en cancérologie. Sur une superficie de 17 000 m², ce centre vise à répondre à un besoin crucial, offrir des soins spécialisés aux malades atteints de cancer, un fléau en constante progression dans le pays. La construction de ce centre national d'excellence de cancérologie que vous avez voulu et dont nous posons aujourd'hui la première pierre apportera une réponse structurelle, humaine et moderne à cette tragédie sanitaire. Il sera aussi demain un centre d'excellence ouvert à toute l'Afrique centrale. Doté d'équipements de dernière génération, l'infrastructure comprendra notamment un laboratoire de pathologie, un bloc opératoire et une salle de chimiothérapie. Un centre pensé pour offrir un traitement complet sur place, sans recours systématique aux évacuations sanitaires à l'étranger, souvent inaccessibles pour la majorité des patients. Maintenant, c'est le début du projet. Et le chef de l'État accorde une attention particulière à la qualité de la réalisation de ces grands investissements et au respect du délai. Le bâtiment principal s'étendra sur plus de 13 000 m², répartis sur plusieurs niveaux, tandis qu'un second bâtiment résidentiel de 2 000 m² est également prévu pour accueillir le personnel et les familles des patients. Elle a 20 ans et vit avec la drépanocytose depuis l'âge de 6 mois. Salima Agnès Françoise partage son quotidien entre son domicile et l'hôpital. Aujourd'hui encore, elle est suivie pour une greffe de peau à la jambe, conséquence d'une plaie chronique liée à sa maladie. Avec pudeur et émotion, elle raconte les douleurs aiguës, les crises imprévisibles, l'isolement social, la fatigue constante et les séjours à répétition à l'hôpital. Je suis plusieurs traitements actuellement, dans différents cas. Actuellement, comme j'ai eu une greffe de peau sur la jambe, je suis des antibiotiques accompagnés avec des aliments complets. Je suis suivie par l'acide folique et Hydrea dès le bas âge. Donc c'est un comprimé à prendre au quotidien, ne pas manquer. Et en plus, on part aussi du côté traditionnel. La drépanocytose est une maladie génétique du sang. Le docteur Moussa Mustafa Abageme, médecin généraliste, explique que la transmission se fait par les deux parents porteurs du gène défectueux. L'enfant peut alors développer la forme grave de la maladie. Elle se transmet du parent à l'enfant par le gène S. Drépanocytose, surtout chez les enfants, souvent ça s'annonce par l'amaigrissement, les douleurs articulaires et puis les maladies qui se suivent à tout moment, un enfant maladif. Très présente en Afrique, la drépanocytose touche principalement les enfants, mais faute de sensibilisation, de dépistage systématique et de structures de prise en charge adaptées, beaucoup de malades restent dans l'ombre. Une maladie invisible qui continue de faire souffrir en silence. Dans l'enceinte de l'orphelinat Shalom, situé au cœur de N'Djamena, les rires d'enfants cachent des parcours souvent marqués par l'abandon, la rue ou la perte des parents. Ici, on apprend, on joue, on rêve. Pour ce jeune, l'école n'est pas seulement un droit, c'est une chance. Mais derrière les sourires, la réalité est plus dure. L'orphelinat Shalom accueille près de 150 enfants avec des moyens très limités. Nous sommes dans notre 10e année d'existence ici, en N'Djamena, et nous n'avons pas encore trouvé un abri. On n'a pas encore une maison ou bien une résidence qu'on peut dire que ça c'est l'orphelinat Shalom qui a ça. On n'a pas encore un moyen de déplacement, même pas une bicyclette. Le thème retenu cette année, planification et budgétisation adaptée aux enfants, rappelle l'urgence d'un engagement réel des États. Mais au Tchad, comme ailleurs, les progrès restent lents selon les organisations de protection de l'enfant. La situation des enfants, surtout dans notre pays,
que ce soit 2010, que ce soit 2005, ça grimpe en dents de scie. Tant que les enfants continuent à vivre des situations pareilles que je viens d'énumérer, que ce soit les enfants mendiants, que ce soit les enfants dans la rue, qu'on les utilise, la situation ne s'améliore guère. Malgré les discours, des milliers d'enfants tchadiens vivent encore dans la précarité, loin des bancs de l'école et des soins auxquels ils ont droit. À l'orphelinat Shalom, on continue pourtant d'y croire. Chaque 20 juin, la Journée mondiale des réfugiés met à l'honneur le courage et la résilience de millions de personnes contraintes de fuir leur pays. Cette année au Tchad, l'événement prend une dimension particulière face à l'afflux massif des réfugiés, notamment en provenance du Soudan, où les violences continuent de pousser des familles entières à chercher refuge. Notre pays, le Tchad, faut-il le rappeler, accueille sur son territoire plus de 2 millions de personnes déplacées de force, dont plus de 1,5 million de personnes sont installées dans les provinces de l'Est, du Sud, de l'Ouest et à N'Djamena. Avec plus d'1,3 million de réfugiés accueillis sur le sol, le Tchad se positionne comme un acteur clé dans la réponse humanitaire en Afrique centrale. Pour les autorités, cet engagement va bien au-delà d'un simple geste de compassion. Le Tchad, en tant que pays d'accueil, a toujours été un havre de paix pour de nombreux réfugiés fuyant des conflits armés, des persécutions et des crises humanitaires. Cela témoigne de notre engagement envers les valeurs de solidarité et de respect des droits humains. Cependant, il est crucial de rappeler que l'accueil des réfugiés n'est pas seulement une responsabilité nationale, mais un impératif moral et humanitaire. Cette journée mondiale des réfugiés a également été l'occasion de rappeler l'importance de l'intégration et du respect des droits des réfugiés. C'est une figure diplomatique incontestée que le Tchad plaire ce matin au domicile familial à Clémat. L'ancienne ministre de la Santé et députée née en 1965, Aziza Baroud, s'est éteinte au Maroc des suites d'une maladie. Discrète mais influente, la native de Biltine a laissé son empreinte au ministère de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale. Avant de poser ses valises à Bruxelles, en tant qu'ambassadrice du Tchad auprès de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des pays du Benelux. Un long parcours qui reste vivace dans la mémoire de ses proches. Elle était la femme rurale, la femme urbaine, la femme ministre, la femme ambassadeur, la femme au foyer. Tante Assus combinait toutes ces personnes en une seule femme. La dépouille de feu Aziza Baroud sera rapatriée à N'Djamena dans les jours à venir.